Le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné tôt mercredi matin chez lui par un commando formé d'éléments étrangers. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre sortant, Claude Joseph. Il y a 10 ans se créait le plus jeune État au monde. Le Soudan du Sud venait d'accéder à son indépendance. Après 10 ans, le pays peine à se libérer de vieux démons. Entre autres, la perspective de prochaines élections fait craindre la guerre. Le journaliste marocain Omar Hadi, en détention préventive depuis près d'1 an, a refusé devant le juge les accusations d'espionnage qui le visent. C'est en lien avec un Britannique présenté comme un agent de renseignement. C'est là les principaux titres à développer au cours de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. Le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné tôt ce mercredi matin chez lui par un commando formé d'éléments étrangers. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre sortant, Claude Joseph. Reportage. L'épouse du président Jovenel Moïse a été blessée dans l'attaque et hospitalisée, a précisé le Premier ministre sortant, Claude Joseph. Il a appelé la population au calme et indiqué que la police et l'armée allaient assurer le maintien de l'ordre. Le président a été assassiné chez lui par des étrangers qui parlaient l'anglais et l'espagnol. Ils ont attaqué la résidence privée du président de la République, a déclaré Claude Joseph. Venu du monde des affaires, Jovenel Moïse, 53 ans, avait été élu président en 2016 et avait pris ses fonctions le 7 février 2017. Haïti, pays des Caraïbes et nation la plus pauvre du continent américain, est gangrénée par l'insécurité et notamment les enlèvements contre rançon menés par des gangs jouissant d'une quasi-impunité. Une situation qui valait à Jovenel Moïse, accusé d'inaction face à la crise, d'être confronté à une vive défiance d'une bonne partie de la société civile. Dans ce contexte faisant redouter un basculement vers l'anarchie généralisée, le Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis et l'Europe appelaient à une tenue d'élections législatives et présidentielles libres et transparentes d'ici la fin 2021. Jovenel Moïse avait annoncé lundi la nomination d'un nouveau Premier ministre, Ariel Henry, avec justement pour mission la tenue d'élections. Le journaliste marocain Omar Hadi, en détention préventive depuis près d'1 an déjà, a refuté mardi devant le juge les accusations d'espionnage qui le visent. C'est en lien avec un Britannique présenté par la police marocaine comme un agent de renseignement. Reportage. Le journaliste de 34 ans, Omar Hadi, est accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et d'avoir reçu des financements étrangers en lien avec des services de renseignement. Le juge de la Cour d'appel de Casablanca a interrogé le reporter sur son rapport avec un Britannique, Clive Newell, présenté par la police judiciaire comme un officier de renseignement. Hadi affirme qu'il a eu affaire à Newell en sa qualité de responsable de cabinet du Conseil économique G3, pour lequel le journaliste avait réalisé une étude sur une société marocaine à des fins d'investissement. La société G3 a comme client des institutions publiques comme le ministère de l'économie ou l'office chérifien des phosphates, a indiqué Omar Hadi, insistant que ce travail était normal pour un journaliste spécialisé en économie. Le reporter est également accusé d'intelligence avec un Belge, Arnaud Simon, avec qui il a eu des contacts en tant que journaliste lorsqu'il travaillait à l'ambassade des Pays-Bas à Rabat. Simon a réitéré sa pleine disponibilité à témoigner dans le cadre du procès dans une lettre ouverte publiée mardi. La justice marocaine a déjà rejeté la demande de la défense de l'auditionner. Par ailleurs, le reporter a affirmé au tribunal que K2 Consulting est une société britannique pour laquelle il avait réalisé une étude sur la culture du palmier, réfutant qu'il s'agissait d'une organisation ayant des activités de renseignement, comme écrit dans le procès verbal de la police. Hadi est également poursuivi pour viol. Lui parle de relations librement consenties, alors que la plaignante affirme qu'elle n'était pas consentante, réfutant toute instrumentalisation politique de son affaire. Au Maroc et à l'étranger, des défenseurs des droits humains, des intellectuels et des responsables politiques réclament que le journaliste comparaisse libre.
Le Mali compte sur les autorités judiciaires ivoiriennes pour que Karim Keïta, ex-député et fils aîné du l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, vienne s'expliquer sur la disparition des journalistes en 2016. C'est ce qu'a indiqué ce mardi une source judiciaire. Une audition également jugée essentielle par Reporters sans frontières. Informé des procédures en cours au sein du tribunal de grande instance de la commune 4 de Bamako, une source judiciaire a expliqué qu'elle sait exactement où se trouve Karim Keïta à Abidjan et qu'elle a donné son adresse aux autorités ivoiriennes. Généralement chargé des affaires sensibles, ce tribunal a émis lundi dernier un mandat d'arrêt international à l'encontre de Karim Keïta. Celui-ci a été transmis dans les règles de l'art à Interpol, a précisé cette source ayant requis l'anonymat. Elle a aussi estimé qu'il ne devrait pas y avoir de blocage du côté ivoirien. Je suis surpris par ce mandat d'arrêt international lancé par le tribunal de la commune 4 de Bamako. La procédure pénale répond à des normes. Il y a le principe du contradictoire. Nous ne connaissons pas les faits nouveaux qui justifient ce mandat d'arrêt. Je n'ai pas pu avoir accès à ce dossier, a déclaré ce mardi Yaro Khalifa, un des avocats de Karim Keïta. Ancien député influent, Karim Keïta avait trouvé refuge à Abidjan après le coup d'État militaire qui a renversé son père Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020. Selon des sources familiales et diplomatiques, il y réside depuis. L'enquête qui le vise concerne la disparition du journaliste d'investigation Birama Touré, qui travaillait pour l'hebdomadaire Le Sphinx et qui n'a plus été vu depuis le 26 janvier 2016. Ses proches craignent qu'il ait été assassiné. Le directeur du Sphinx, Adama Dramé, avait affirmé en 2018 que Birama Touré avait approché Karim Keïta à propos d'un dossier qu'il présentait comme compromettant pour le fils du président. Karim Keïta a toujours fermement démenti toute implication dans la disparition du reporter. On reste en Côte d'Ivoire où pour la première fois depuis le retour de son époux en Côte d'Ivoire le 17 juin dernier, l'ex-première dame s'est exprimée dans une vidéo mise en ligne sur ses réseaux sociaux. Simone Gbagbo salue ce retour et plaide pour des actes supplémentaires en faveur de la réconciliation. Dans une vidéo d'un peu plus de 6 minutes, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire a évoqué pour la première fois le retour de son époux. Une victoire magnifique, acquise grâce à l'assistance de l'Éternel, dit-elle. Elle remercie Alassane Ouattara pour son accord, puis plaide pour qu'il continue à poser ses actes forts d'apaisement et de réconciliation. C'est-à-dire, selon elle, le retour au pays de Charles Blé Goudé et des derniers exilés, la libération des prisonniers de la crise post-électorale toujours détenus et de ceux arrêtés lors de la dernière présidentielle. Simone Gbagbo dit soutenir le rêve d'une nation véritablement réconciliée, développée, modernisée, hors des ethnies, des religions ou des obédiences politiques. Le temps n'est plus aux imprécations, assure-t-elle. Ne donnons donc aucune place à l'amertume, à la rancune, à la douleur, à la déception et à la colère. Tout va bien, conclut celle qui fait face à 2 écueils. La demande de divorce formulée par Laurent Gbagbo 4 jours après son retour au pays, qu'elle n'évoque pas, et la remise en question de son statut de première vice-présidente du FPI, le parti qu'elle a cofondé dans la clandestinité avec son mari en 1982 et au sein duquel elle conserve influence et popularité. Il y a 10 ans se créait le plus jeune État au monde. Le Soudan du Sud venait d'accéder à son indépendance. Après 10 années, le pays peine à se libérer des vieux démons, entre autres. La perspective de la prochaine élection présidentielle qui fait craindre la guerre. Reportage. 10 ans après son indépendance, le Soudan du Sud est plus fragile que jamais, avec un État embryonnaire, constamment menacé par les luttes de pouvoir et incapable de juguler la violence endémique et la faim qui mine le pays. Majoritairement chrétien, le sud du Soudan devenait le Soudan du Sud, 193e État du monde. L'unité qui avait prévalu pour l'indépendance a rapidement laissé place aux luttes de pouvoir entre les frères ennemis issus des 2 principales ethnies du pays, Salva Kiir, le Dinka, et Riek Machar, le Nuer. En décembre 2013, après des mois de tension, le pays replonge dans une sanglante guerre civile. 5 ans de combats, de pillages, de massacres.
Le conflit fera plus de 380 000 morts et 4 millions de déplacés. Elle prendra fin officiellement en septembre 2018 avec un accord de paix dit revitalisé après l'échec d'un premier signé en 2015, actant un principe de partage du pouvoir. En février 2020, un gouvernement d'union nationale est finalement formé, avec Salva Kiir au poste de président et Riek Machar à celui de vice-président. Mais la plupart des mesures préconisées dans cet accord, reconstitution du Parlement, réforme de la Constitution, formation d'une armée unifiée, n'ont guère progressé alors que le pays est en proie aux violences, à la faim et à une crise économique marquée par une inflation galopante. Le Parlement a été reconstitué en mai avec plus d'1 an de retard selon une composition qui avait été négociée entre les partis signataires. Ses membres prêteront serment vendredi, jour de l'indépendance. Une commission sur une réforme constitutionnelle a été lancée fin mai, avec pour tâche de discuter d'une éventuelle décentralisation du pouvoir et des modalités des élections, dont la perspective fait craindre le pire. La Suisse ne verra pas renaître l'espoir pour le peuple libyen. Les élections prévues pour fin 2021 n'auront pas lieu. Les frères libyens n'ont pas pu accorder leur violon. Reportage. Les discussions à Genève des personnalités réunies au sein du Forum du dialogue politique libyen, FDPL, ont été houleuses et très tendues, selon les images des réunions diffusées en direct à la télévision. La mission d'appui de l'ONU en Libye, MANUL, a dû, au bout de 4 jours, reconnaître l'échec de ce dialogue après l'absence d'un consensus parmi les délégués. Aucun consensus n'a été atteint sur la proposition de base constitutionnelle, a regretté la MANUL dans un communiqué encourageant les membres du FDPL à poursuivre les concertations en vue d'un compromis viable. Après un accord de cessez-le-feu entre forces rivales en octobre 2020, des séries de négociations ont eu lieu entre les Libyens, dont l'une a débouché sur l'annonce d'élections le 24 décembre. De précédents accords sur la tenue du scrutin avaient été conclus ces dernières années, mais sont restés lettres mortes. Selon un témoin, 3 courants sont apparus à Genève. Un premier groupe a demandé le report du scrutin à l'année prochaine, un deuxième qui ne veut que des élections parlementaires et un troisième qui reste attaché à la feuille de route et la tenue des élections le 24 décembre. Ce forum devait s'accorder au plus tard le 1er juillet pour soumettre au Parlement un cadre constitutionnel permettant d'adopter la loi électorale. En amont de Genève, un comité consultatif s'était réuni à Tunis du 24 au 26 juin à la demande de l'ONU pour examiner les différentes propositions concernant le cadre constitutionnel. Mais alors que tout semblait quasiment finalisé, de vives tensions sont apparues à Genève, d'où l'échec